Donc, bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre encore. Alors, dans un premier temps, une petite remise en contexte. Donc, le programme Data Challenge s'inscrit dans la mission d'animation de l'écosystème du Health Data Hub. Donc, le Health Data Hub, c'est un groupement d'intérêt public qui a été créé en 2019 et qui est une institution qui promeut l'innovation dans l'utilisation et la valorisation des données de santé. Et dans le cadre de cette mission d'animation de l'écosystème, en partenariat avec la délégation ministérielle au numérique en santé, le secrétariat général pour l'investissement et BPI France, le S Data Hub soutient et organise des Data Challenge en santé. Et donc ces initiatives font partie du programme Grand Défi et s'inscrivent dans la stratégie d'accélération santé numérique. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter qu'est-ce qu'un Data Challenge. Donc, alors, je me présente aussi par la même occasion. Donc, moi, je suis Lauriane Armand. Je travaille au Health Data Hub en tant que chef de projet Data Challenge depuis bientôt 2 ans. Et je travaille donc sur l'organisation, sur l'accompagnement de projets Data Challenge en santé dans le cadre de l'appel à projet Data Challenge conduit par le Health Data Hub, la DNS et BPI. Alors, comment se présente un Data Challenge? Donc, un Data Challenge, c'est une compétition en sciences des données qui est ouverte, dont l'objectif est de résoudre une problématique spécifique de data science grâce à des solutions d'apprentissage supervisées. Donc, c'est une compétition qui va se dérouler en ligne et qui repose sur l'analyse d'un large jeu de données qui va être mis à disposition par les organisateurs de la compétition via une plateforme dédiée. Donc, la plateforme la plus connue, c'est la plateforme Kaggle, qui est la plateforme de Google, voilà, qui a un rayonnement international et à partir de laquelle les compétiteurs peuvent se connecter et réaliser différents challenges sur des thématiques variées. Donc, il y a plusieurs éléments pour un data challenge. Il y a premièrement une problématique à laquelle on peut répondre donc, à partir d'une base de données analysée. Donc, comme on est sur du machine learning, ce sont des bases de données assez volumineuses. La plateforme de Data Challenge à partir de laquelle on peut accéder et analyser les données, des compétiteurs, donc ça va être des data scientists, chercheurs, tout profil qui souhaite voilà, se mesurer aux autres compétiteurs et tenter de développer l'algorithme le plus performant pour répondre à la problématique. Et enfin, un classement et une récompense. Donc pourquoi est-ce que ces compétiteurs participent au Data Challenge? C'est pour gagner en général des prix. Donc ça peut être de l'argent, des publications, voilà. Et ce prix est décerné en fonction du classement des compétiteurs. Donc on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et voilà, les compétiteurs sont classés en fonction de la performance de l'algorithme qui a été développé. Alors, donc, qu'est-ce qu'un data challenge? Comment est-ce que ça se présente? Un data challenge, c'est donc une compétition qui va être sur une plateforme dédiée, donc un petit focus sur cette plateforme. La plateforme Data Challenge elle va permettre d'une part aux participants de comprendre la problématique et les règles du challenge. Donc sur cette plateforme, il va y avoir une introduction aux enjeux et à la problématique à résoudre. Et des détails sur la façon dont les algorithmes vont être évalués, donc les détails sur la métrique d'évaluation. Une présentation aussi du calendrier de la compétition et du règlement intérieur. Voilà, donc tous les éléments pour cerner les enjeux de la compétition. Ensuite, il y a un accès au jeu de données qui est mis à disposition et aussi un espace de calcul. Donc, il va y avoir plusieurs jeux de données mis à disposition des compétiteurs pour qu'ils puissent analyser et développer, les analyser et développer leur algorithme. Et les compétiteurs ont aussi de la puissance de calcul à disposition pour développer et entraîner leurs algorithmes. Cette plateforme, elle permet aussi de se mesurer aux autres participants en ayant accès à leur classement. Donc, c'est-à-dire que de façon intermédiaire, les compétiteurs vont pouvoir soumettre des versions de leurs algorithmes et les évaluer pour voir sur un classement qui est appelé leaderboard en temps réel leur niveau de performance. Et enfin, cette plateforme, elle offre aussi des espaces pour échanger avec les autres participants. Donc, il y a des espaces collaboratifs de type GitHub, FAQ, et aussi des espaces pour partager des notebooks.
Donc très concrètement, comment est-ce que ça se présente? Donc là, on a l'illustration des principales composantes de la plateforme. Donc ça, il s'agit du Data Challenge TissueNet dont le professeur Philippe Berthaud nous parlera tout à l'heure. Donc là, c'était sur la plateforme Driven Data. Donc c'était le challenge de 2020 qui portait sur les détections des lésions cancéreuses et précancéreuses du col de l'utérus. Donc ici, on peut voir les, la partie acculturation de la problématique. Donc là, on avait une description du problème avec les variables à prédire. Voilà, donc c'est toute la documentation. Et l'objectif de cette documentation, ça va être de définir tous les concepts spécifiques de la thématique à un public qui n'est pas forcément initié. Donc, c'est-à-dire que là, c'est un problème, enfin, un data challenge en santé qui s'adresse à des data scientists qui n'ont pas forcément ou qui parfois ont vraiment pas du tout de connaissances médicales. Donc voilà, on explique ce qu'est une biopsie et on montre des exemples, comme on peut le voir en bas à droite, de lames d'anapathes et on explique voilà, comment se présentent ces lames et comment les lire. Sur cette plateforme, on retrouve aussi des informations pratiques. Donc, comment se présentent les différents jeux de données qui sont mis à disposition. On a aussi une description de la métrique d'évaluation et tous les aspects techniques, donc les formats de soumission attendus. Et on a les règles de la compétition, donc le règlement intérieur. Et c'est dans ce règlement qu'on va préciser toutes les conditions pour participer, les modalités de remise des prix, les règles pour constituer les équipes, parce qu'il y a des équipes qui peuvent... on peut participer de façon individuelle ou en équipe, et le nombre de soumissions autorisées. Alors ici, on a une illustration des espaces collaboratifs. Donc les participants ils peuvent échanger et interagir sur le challenge sur un forum qui est mis à disposition. Donc c'est vrai que c'est des exercices qui sont en général assez collaboratifs, même si c'est une compétition. Voilà, il y a une entraide sur les conceptions des algorithmes. Et ça permet aussi donc à la fois aux participants d'échanger entre eux, mais aux organisateurs de répondre à d'éventuelles interrogations des compétiteurs. Donc voilà, les échanges se font dans les deux sens et les compétiteurs et organisateurs peuvent partager des travaux sous forme de notebook aussi via un espace dédié. Et là, donc, ça va être une partie très importante de la plateforme Data Challenge. C'est le leaderboard. Donc, c'est un classement en temps réel qui permet d'évaluer sa position par rapport aux autres compétiteurs. Donc pour se comparer aux autres challengers et remanier son algorithme en fonction de ce classement-là. Donc en fait, les participants ils vont évaluer des versions intermédiaires de leurs algorithmes pendant une phase de test, avant de soumettre une version finale de leur algorithme qui déterminera un classement définitif. Et donc là, on peut le voir dans la troisième colonne, par exemple, donc la 0,94, ça veut dire qu'on a 94%, un peu plus de 94% de prédictions justes pour le premier participant. Voilà. Et ce score de performance, il va être calculé en fonction d'une métrique d'évaluation. Donc cette métrique, c'est une formule mathématique qui va permettre de pondérer les erreurs commises par l'algorithme en fonction de critères cliniques. Donc c'est-à-dire que, par exemple, là, en fonction de l'écart entre la classe prédite et la classe réelle, on allait pénaliser plus ou moins l'algorithme. Donc c'est-à-dire qu'une personne qui va prédire une classe 1 au lieu d'une classe 2 sera plus faiblement punie, enfin, un algorithme sera plus faiblement puni qu'un algorithme qui prédit une classe 3 au lieu d'une classe 0. Alors, comment se déroulent les compétitions de Data Challenge? Donc, c'est des compétitions, en général, on pense souvent au format hackathon, mais les hackathons, ça dure quelques jours. Là, on est sur des compétitions qui durent quelques semaines ou plusieurs mois. Donc, il va y avoir deux grandes phases. Une première phase qui est une phase d'apprentissage. Donc, au début de cette phase-là, les compétiteurs prennent connaissance des données à analyser, commencent à programmer et à entraîner leur algorithme sur un jeu de données qui est annoté, donc qui est mis à disposition sur la plateforme. Et une fois qu'ils ont développé une première version de leur algorithme, ils vont pouvoir soumettre l'algorithme pour un test intermédiaire.
donc sur un nouveau jeu de données différent de celui du jeu d'entraînement. Et là, ils vont avoir accès du coup à leur score intermédiaire de performance. Et en fonction de ce score-là, ils vont pouvoir réentraîner et modifier leur algorithme sur le jeu d'entraînement pour essayer d'obtenir le meilleur score possible en fonction des autres compétiteurs. Donc après avoir fait plusieurs itérations sur le jeu de test intermédiaire, débute la phase finale. Donc ça, c'est les dernières 48 ou 72 heures de compétition. Et là, les participants vont soumettre une version finale de leur algorithme sur la plateforme. Donc là, c'est une seule soumission. Et l'algorithme va être testé sur un troisième jeu de données auquel les compétiteurs n'ont jamais eu accès pour obtenir leur score final de performance. Et donc là, on a le classement définitif des compétiteurs qui vont être classés voilà, en fonction de ce dernier score et qui vont être récompensés. Alors, du coup, dans tout ça, l'organisation de data challenge, surtout en santé, ça requiert d'avoir des étapes de cadrage scientifique, méthodologique, financier et réglementaire qui sont spécifiques à la réutilisation de données de santé. Et donc, pour mener un projet de ce type de façon conforme, en particulier sur le plan réglementaire, comme on est sur de la santé, et avoir des résultats robustes, c'est important de s'informer sur les bonnes pratiques. Et donc, le Elzata Hub a décidé de partager son expérience sur ces bonnes pratiques. Donc, on a lancé un MOOC, une formation en ligne, que vous pouvez retrouver en scannant le QR code ou sur notre site, sur le site du Elzata Hub. Voilà, donc ce MOOC, c'est une formation détaillée de 45 minutes qui est destinée à tout porteur de projet ou membre d'une équipe projet qui souhaite se former sur les aspects organisationnels d'un data challenge. Donc voilà, ça explique tous les aspects organisationnels pour organiser une telle compétition de data challenge en santé. Alors, c'est tout pour la première partie sur qu'est-ce qu'un data challenge. Je vais laisser la parole maintenant à Laurie Alla, qui est également chef de projet data challenge au Elzate Hub et qui va vous parler plus spécifiquement des data challenge en santé qu'on accompagne au HDH. Si vous avez des questions sur cette première partie, n'hésitez pas à les poser. Hop, je vais arrêter mon partage d'écran, comme ça Laurie peut partager. Bonjour à tous, merci Agathe, Lauriane, pardon. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, Laurie. Super, donc je vais mettre ça en grand écran. Hop, donc effectivement, j'ai rejoint l'équipe du HDH en juillet et avant ça, je travaillais en tant que chef de projet pour le Data Challenge Visiomel, donc pour lequel vous aurez plus d'informations dans la partie qui sera présentée par Frédéric Starroz. Donc, avant de vous parler de l'appel à projet Data Challenge, on va un petit peu parler de l'historique des Data Challenge au HDH. Donc, le premier Data Challenge a été lancé en 2020 en partenariat avec la Société française de pathologie. Donc, c'était le Data Challenge TissueNet, comme l'évoquait Lauriane. Et donc, celui-ci portait sur la classification des lésions cancéreuses et précancéreuses du col de l'utérus. Et donc, suite au succès de ce Data Challenge, le HDH a décidé de lancer un nouvel appel à manifestation d'intérêt en 2021 qui a permis donc la sélection de 6 nouveaux projets avec des thématiques variées. Donc, il y a eu un deuxième projet qui avait été soumis par la SFP, cette fois-ci en partenariat avec la Société française de dermatologie et le Conseil national professionnel des pathologistes, et d'autres projets soumis notamment par l'Hôpital Foch, la Société française de médecine nucléaire, la Société française d'allergologie, la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, et enfin les hôpitaux universitaires de Strasbourg. En 2022, un nouvel appel à projet a été lancé. Cette fois-ci, donc, 3 projets ont été sélectionnés pour un lancement en 2024. Donc, notamment 2 projets portés par l'IHU ICANN et un projet porté par le groupement francophone d'hématologie cellulaire. Et donc, parmi les projets de l'AMI 2021, en 2023, il y a 3 compétitions sur les 6 qui se sont terminées, donc notamment Visiomel, que Frédéric Starros vous présentera un peu plus dans la deuxième partie. Donc, ce Data Challenge portait sur la prédiction de l'évolution métastatique à 5 ans des mélanomes diagnostiqués à des stades précoces. Donc, il a duré 2 mois et il a permis de rassembler 550 participants.
Un autre data challenge terminé, c'est celui de la Société française d'allergologie, qui visait à prédire les allergènes en cause d'une allergie et qui a permis de rassembler 300 participants en 2 mois. Et enfin, le data challenge des hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui portait sur le diagnostic de pathologies rares à expression bucco-dentaire et qui a permis de rassembler 100 participants en 3 mois. Donc, il reste 2 data challenges pour lesquels le lancement risque d'être fait prochainement. Donc, il reste notamment celui de la Société française de médecine nucléaire qui porte sur la détection de la maladie de Parkinson sur la base de scans cérébraux et le data challenge de l'hôpital Foch qui vise à détecter le rejet de greffe pulmonaire sur la base de l'âme anapath. Et donc, en 2024, comme je vous le disais, on espère lancer les 3 data challenges de la AP 2022. Donc, c'est notamment un data challenge porté par le GFHC et Algoscope qui vise à automatiser la lecture de frottis sanguins et les 2 projets de l'IHU ICANN, dont un qui vise à prédire le pronostic de cardiomyopathie héréditaire et un qui vise à prédire le risque de maladies hépatiques graves chez les patients souffrant de stéatose hépatique non alcoolique. Donc, on a quand même une grande diversité de thématiques abordées au sein de ces data challenges. Et donc, parmi ces data challenges, on voit qu'il y a quand même une volonté de créer des bases de données inédites pour la santé. Donc, parmi les data challenges qui sont terminés, on va vous présenter quelques chiffres clés. Donc, pour le data challenge Visiomel porté par la SFP, la SFD et le CNPAT, donc c'est la deuxième expérience de data challenge pour la SFP. Et donc, il a permis de créer une base de données clinique et histologique d'environ 2000 patients avec des données qui sont issues de nombreux centres, à la fois hospitaliers et de laboratoires d'anatomie pathologique. Et donc, ce challenge a permis de rassembler 550 participants du monde entier. Donc, une cérémonie de remise des prix a été organisée au mois de mai et elle a permis de rassembler environ 100 participants, que ce soit en ligne ou en présentiel. Et les travaux sont en cours, des travaux ultérieurs au challenge sont en cours avec les participants du challenge pour notamment aller plus loin dans le développement des algorithmes. Le Data Challenge de la SFA, qui s'est aussi clôturé cette année, a permis la conception d'une base de données biologiques et immunologiques d'environ 4000 patients et elle a réuni 300 compétiteurs du monde entier lors de la compétition. Donc, un événement de remise des prix sera organisé au mois de novembre à Paris Santé Campus dans le but de présenter les résultats de ce challenge. Et donc, enfin, le Data Challenge Dianodan, qui est le troisième Data Challenge clôturé cette année, qui a permis la conception d'une base riche portant sur les maladies bucco-dentaires rares. Donc, c'était une base de données d'images buccales, de cavité buccale. Et elle a permis d'obtenir des algorithmes avec des scores de performance allant jusqu'à 84%. Et donc là, les travaux seront présentés au mois d'octobre et au mois de novembre par les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc, les data challenges en santé, comme je vous le disais, c'est vraiment l'opportunité de créer des bases de données inédites en santé, mais c'est aussi un levier innovant pour permettre de transmettre la culture de l'open science. Donc, en effet, les data challenges, c'est vraiment une première étape d'accès aux données qui permet de catalyser la mise en open data. Et l'open science en santé, ça a vraiment le potentiel de transformer la manière dont la recherche médicale est conduite en la rendant plus transparente, inclusive et efficace. Donc, pour le coup, le HDH soutient vraiment l'initiative de l'open science car on est convaincu que les découvertes les plus impactantes seront issues de l'intelligence collective. Donc, notamment, l'open science, ça permet de favoriser la collaboration et la réduction de la redondance, puisque ça évite de dupliquer les efforts, notamment dans la création et la structuration de bases de données, qui est un travail assez minutieux. Ça permet de favoriser la transparence et la reproductibilité et donc la confiance dans les conclusions scientifiques qui sont issues de ces travaux. Ça permet notamment d'accélérer la recherche médicale et l'innovation ouverte. Et ça permet aussi de protéger contre les biais commerciaux, notamment autour des données. Et ça permet de protéger des influences commerciales et de renforcer la confiance du public. Donc, concernant l'appel à projet Data Challenge, il a été lancé en juillet 2023 en partenariat avec la délégation ministérielle du numérique en santé, le secrétariat général pour l'investissement et BPI France. Et cette année, ce qui est un peu particulier, c'est que cet appel à projet sera ouvert de façon continue jusqu'en juin 2025, avec plusieurs vagues de relève successives, et notamment une première vague de relève qui sera en février 2024. Donc, vous êtes invité à candidater sur le site de BPI France. Le lien sera envoyé dans le chat sous peu.
Vous aurez accès donc à tous les éléments pour candidater. Donc, l'objectif de cet appel à projet, c'est vraiment de sélectionner de nouveaux projets Data Challenge pour de futurs projets. Donc, au niveau des critères de sélection de cet appel à projet, donc, ils sont détaillés dans un cahier des charges qui sera aussi disponible sur le site de BPI France, mais on va ici les aborder assez brièvement. Donc, dans un premier temps, on sera vraiment attentif à l'intérêt de la question clinique, qui doit avoir vraiment un intérêt médical, être pertinente et être originale. On va aussi regarder le fait que cette problématique puisse être résolue avec une approche algorithmique d'intelligence artificielle. On va vérifier qu'elle soit aussi faisable d'un point de vue de la collecte des données, c'est-à-dire qu'on va vérifier que la collecte prévue permet une volumétrie suffisante pour résoudre cette problématique et surtout que les données sont anonymisables. On va vérifier que les données puissent être ouvertes par la suite en open data, donc dans le but de partager les données et les algorithmes. Et on va vérifier qu'il y a une forte implication de la part de vos équipes pour une faisabilité du projet dans un temps imparti d'environ 1 an. Un autre point abordé ici, qui n'est pas du tout un critère de sélection, c'est juste pour vous informer que vous pouvez bien sûr combiner plusieurs spécialités médicales pour le projet par rapport à la pertinence de la problématique médicale. Au niveau de l'accompagnement fourni par le HDH, donc le HDH accompagnera le projet à toutes les étapes de sa réalisation, donc que ce soit au niveau d'une aide organisationnelle, logistique ou technique. Donc, on vous accompagnera notamment dans la définition et le cadrage du Data Challenge avec une aide au cadrage scientifique, organisationnel, mais aussi juridique pour faire en sorte que la réglementation soit applicable au traitement des données de santé. On peut aussi vous accompagner dans la coordination avec les prestataires dans l'hébergement des plateformes, enfin l'hébergement des plateformes hébergeant les Data Challenge. On peut vous accompagner dans l'étape de l'aide de la collecte de données et de l'anonymisation. On peut vous proposer des supports techniques et on vous partagera notre expertise et les bonnes pratiques. On peut aussi mettre à disposition des infrastructures d'hébergement de données sécurisées. Et enfin, on vous accompagnera dans toutes les étapes de mise en valeur des résultats au niveau de la communication, de publication d'articles, mais surtout au niveau des démarches d'open source et d'open data. Donc, au-delà de l'accompagnement humain que propose le HDH, vous aurez aussi un accompagnement financier donc, qui est proposé à travers le programme Grand Défi de la DNS et qui est opéré par BPI France. Donc, ce financement, il peut aller jusqu'à 300 000 euros par projet. Et les porteurs donc, qui sont éligibles à ce financement sont les sociétés savantes qui sont rattachées à un CNP, les établissements de santé publics ou privés, les groupements de coopération sanitaire ou les structures labellisées à instituts hospitalo-universitaires. Donc ici, on a mis un exemple de budget pour que vous puissiez avoir une idée des coûts à anticiper. Donc, un des coûts qui est souvent le coût le plus important du projet, c'est la plateforme de Data Challenge. Donc, ce coût peut rapidement augmenter en fonction de la volumétrie de votre base de données. Très souvent, si on a des bases de données d'imagerie, que ce soit des images Anapat ou autres, la volumétrie va vite augmenter et donc les coûts aussi, et ils vont vite devenir incompressibles. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à anticiper. Il y a la récompense des gagnants du Data Challenge qu'on a mis ici à titre d'exemple à 25 000 euros, mais que vous pouvez adapter en fonction de votre projet. Et puis des prestations de services de type prestation DPO, donc délégué à la protection des données pour un accompagnement juridique, la rétribution pour les centres fournisseurs de données ou l'information aux patients, pourquoi pas le recrutement d'un chef de projet, etc. Et donc ça, a priori, ça peut bien être financé par le budget BPI. Donc, en contrepartie, ce qui est attendu du porteur, c'est une forte mobilisation des équipes et à toutes les étapes du projet. Donc, au niveau de la définition et du cadrage du Data Challenge, on attend une implication de plusieurs personnes dans les différents comités organisationnels, scientifiques ou autres, et sur toute la durée du projet. On attend une forte motivation et implication au niveau de la collecte des données et notamment avec les centres partenaires qui seront fournisseurs de données. Et on attend aussi que vous soyez que vous soyez investi sur le circuit des données. Et enfin, sur la mise en valeur des résultats, c'est-à-dire au niveau de la communication et du partage des données.
Ici, on a mis en visu une organisation type, donc avec des premières étapes qui sont très importantes. C'est au niveau du cadrage scientifique, réglementaire, opérationnel et financier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place avant de se lancer dans la collecte des données. Donc, la collecte des données, elle n'est pas toujours obligatoire, c'est-à-dire qu'il y a des centres qui possèdent déjà des bases de données, donc ils ne vont pas avoir besoin de se lancer dans une collecte. Mais lorsque la collecte est nécessaire, il faut qu'elle soit lancée quand vraiment la problématique médicale est fixée et que le cadrage réglementaire est bien effectué. Une fois que les données sont collectées, il y a généralement une étape de préparation des données avec une annotation et une labellisation et parfois un formatage, puis une étape d'anonymisation qui est vraiment importante avant le partage des données à la plateforme de Data Challenge, où le Data Challenge aura lieu pendant environ 1 à 4 mois et sera suivi généralement d'une remise des prix. Donc, toutes ces étapes se déroulent environ sur 18 mois et sont suivies des étapes de communication et de valorisation des résultats. Ici, en bas de la slide, on a mis un exemple de gouvernance type d'un data challenge avec une équipe projet qui va suivre au quotidien les aspects juridiques, organisationnels, techniques et financiers. Un comité d'organisation dont le rôle est vraiment de cadrer les aspects opérationnels. Un conseil scientifique qui a pour rôle la prise de décision scientifique et médicale. Donc, il est composé de spécialistes médicaux, de data scientists et d'experts en machine learning. Et il a vraiment pour but de cadrer la définition de la question médicale et de la métrique d'évaluation et de vérifier que tout ça est faisable d'un point de vue IA et approche algorithmique. Et enfin, un comité d'annotation peut être envisagé selon les projets, selon les besoins pour annoter les données. Donc, le dossier de candidature est accessible sur le site de BPI France. Il y a beaucoup d'informations pour le compléter sur le site, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Donc, ici, on attendra vraiment une présentation du porteur, de la structure de l'équipe, du domaine médical et de la problématique, notamment avec le caractère innovant. Et on attend une description des données visées, surtout de la faisabilité de l'anonymisation, ainsi que des modalités de partage et le plan de financement. Et je vais terminer juste sur quelques notions de calendrier. Donc, comme je vous le disais, le lancement de cet appel à projet a eu lieu en juillet 2023. Il sera ouvert de façon continue jusqu'en juin 2025 avec plusieurs relèves successives, dont la première qui aura lieu en février 2024. Donc, il y aura potentiellement une étape de présélection en fonction du nombre de projets qui auront été soumis. Donc, ces présélections seront faites sur la base de critères d'éligibilité et les dossiers sélectionnés passeront en audition devant un jury d'experts pour s'assurer de la faisabilité du projet et affiner le cadrage. Donc là, il y aura vraiment une étape de sélection définitive des projets qui seront par la suite donc, lancés en 2024 pour des data challenges en 2025. Donc, j'ai terminé. Je laisse la parole à Philippe Berthaud. Donc, il est chef de service, pardon, il est chef du service de pathologie à l'EPHP Saint-Louis et il était président de la Société française de pathologie et a accompagné le premier Data Challenge SFP-HDH en 2020 et il a été membre de l'équipe projet du deuxième Data Challenge Visiomel, donc en 2022. Je vous laisse la parole, Frédéric. Philippe. Donc, tout de suite, je vous parle de ce Data Challenge qui a été le premier, en fait, pour la Société française de pathologie et le premier aussi pour le F-Data Hub. C'était une grande expérience commune entre nos deux institutions, nos deux établissements. C'était en 2020. Et en 2020, on a commencé à y réfléchir à fin 2019, mais c'est en 2020 que tout s'est vraiment passé. On avait d'ailleurs une deadline très, très difficile à tenir qui nous a stressé pendant à peu près 8 ou 9 mois, mais on y est arrivé. On a fait en moins d'un an. Et la question posée, elle était simple. Vous avez ici sous les yeux un exemple de biopsie du col utérin. Pour nous, pathologistes, on essaie de classer ces lésions, bien sûr, de lésions totalement bénignes jusqu'à l'autre bout, cancer infiltrant, en passant par des stades intermédiaires, des lésions dites de bas grade et des lésions de haut grade. Et la question pour cette première année était simple, enfin simple. Comment classer ces lésions en 4 catégories, voilà, du plus bénin jusqu'au plus malin, et demander à un algorithme finalement de le faire. Peut-il le faire aussi bien qu'un humain? C'était tout l'enjeu. Donc une question de classification à propos de lames. Alors ces lames, c'était quoi? C'était des lames virtuelles, hein, donc des très gros fichiers images qui reconstituent une image microscopique, mais sauf que c'est totalement numérique. Donc des données quand même relativement lourdes.
Alors, en quelques chiffres, ça représentait quand même à peu près 5000 lames qu'il a fallu numériser. Ces lames, elles nous sont venues d'où? Elles nous sont venues d'une vingtaine de centres qui ont répondu à un appel à manifestation d'intérêt, donc 20 laboratoires de pathologie sur toute la France. Et ça, c'était pour préparer le challenge. Et puis la compétition elle-même, qui s'est déroulée en septembre-octobre, on a eu 574 participants du monde entier, avec des scores dont bon, je vais vous reparler rapidement, qui étaient quand même tout à fait impressionnants pour l'époque. Et je pense que ça n'a pu que, que s'améliorer maintenant. Alors voilà une flèche du temps ici qui vous montre la chronologie de ce projet qu'on a vraiment démarré pour la collecte des données. On a démarré cette collection des données en mars 2020. Alors mars 2020, ça doit aussi vous évoquer autre chose. Ça a été le premier confinement. Et, alors, au début, on s'est dit, bah, c'est mort, quoi. On va pas y arriver. Et en fait, finalement, ça nous a peut-être aidé, cette histoire, parce que ça a libéré du temps un petit peu aux collègues des centres inclueurs qui étaient un petit peu désœuvrés, comme les hôpitaux tournaient au ralenti, en tout cas pour tout ce qui n'était pas le Covid. Donc, peut-être qu'on a pu tenir nos délais grâce à ce premier confinement. Donc, on a collecté les données jusqu'en juin 2020 à peu près, avec les 20 centres inclueurs avec lesquels on avait conventionné et tout. Donc, c'est quand même là, un travail de conventionnement qui n'est pas négligeable. Des lames qu'il a fallu anonymiser, bien sûr, puis les numériser, toujours dans l'anonymat, hein, dans l'anonymisation, et en respectant un cadre juridique. Alors, ça doit être une obsession en matière de data challenge, du début à la fin. Il y a quand même des contraintes juridiques qui sont simplifiées toutefois par rapport à ce que ça pouvait être avant. Il y a des méthodologies de référence, la MR004 que l'on suit, et qui permet quand même de s'en sortir à moindre mal, jusqu'à ce que ces données soient déposées sur des serveurs sécurisés au niveau du Health Data Hub. Et puis, donc ça, c'était à peu près en juin. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, ces données, il a fallu, ces données sur les serveurs du Health Data Hub, il a fallu les annoter et les labelliser. Autrement dit, ce n'étaient pas des lames sans aucun commentaire, c'était des lames sur lesquelles un comité d'experts avait rajouté les différentes classes, bénin, dysplasie de bas grade, dysplasie de haut grade ou cancer infiltrant. Et ça pour 2500 lames sur les 5000. On n'a pas tout labellisé, mais c'était important d'en labelliser un certain nombre pour que les algorithmes, quand ils ont commencé à travailler sur nos lames, eh bien, aient quand même quelques références de base. Sinon, ils travaillent dans le vide et là, les résultats sont quand même pas bons. Il faut un minimum d'apprentissage, même pour d'excellents algorithmes. Et donc, ça a nécessité d'avoir un comité d'experts annotateurs qui ont travaillé, en gros, l'été 2020. Pour eux, de toute façon, personne ne pouvait sortir. Donc, à la limite, ils sont restés chez eux à annoter des lames, mais ils s'en souviennent quand même avec émotion. Ça a été un très, très gros travail. Ça a été possible, ces annotations, parce que les serveurs du HDH ont abrité une solution logicielle qui s'appelle Cytomine, qui est un open source qui permet d'ouvrir les lames virtuelles et de les annoter assez facilement. À l'issue de cette annotation, nos deadlines nous imposaient vraiment, début septembre 2020, de lancer la compétition, parce qu'il fallait que tout soit terminé en novembre. Donc, on a lancé la compétition en septembre 2020. Ça a duré, je crois, 6 ou 7 semaines, jusqu'à ce qu'on arrête, qu'on ferme les compteurs à la fin octobre. Donc, pendant cette période de 6 ou 7 semaines, les compétiteurs avaient accès à des données d'apprentissage qui étaient assez fortement annotées, donc pour que les algorithmes apprennent. Il y avait bien sûr un jeu de validation finale, c'est le jeu pour l'examen, en quelque sorte, l'examen final. Et puis il y avait un jeu intermédiaire qui est intéressant, qui permet aux compétiteurs, ils n'ont pas les réponses, ils n'ont pas les classes, on ne leur donne pas sur ce jeu intermédiaire, mais ça leur permet, en lançant leur algorithme qui peu à peu s'améliore, de voir leur degré de progression par rapport aux autres compétiteurs. Et avec ce qu'on appelle la constitution d'un leaderboard dont Lauriane vous a un petit peu parlé tout à l'heure. Et tout ça nous a amené à la fin de la compétition, eh bien, à des résultats et un classement. Alors, les résultats, c'était sous la forme de, comme ça, ce qu'on appelle des matrices de confusion. Comme la question était assez simple, en fait, il y avait 4 catégories diagnostiques. Donc,
4 lignes. Vous voyez ici, true 0, ça veut dire vérité de terrain catégorie 0, donc les lésions bénignes attestées par les experts, ce qu'on appelle la vérité de terrain. Et puis là, en vertical, c'était les constatations de l'algorithme qui était en première position, là, de l'algorithme qui était en deuxième position. Et je vous rappelle qu'il y avait 574 participants, donc il y a eu beaucoup d'algorithmes qui sont entrés en compétition. Bien sûr, un résultat parfait, ce serait dans la diagonale, ce serait que des 100%. Évidemment, il y a un petit peu ça bave un petit peu sur le côté, c'est normal. Et en fonction de cet écart à la vérité absolue, si on peut considérer que la vie humaine soit la vérité absolue, hein, c'est une autre question. Mais bon, cet écart de la machine par rapport à ce que l'humain a dit que c'était comme ça, cet écart conditionnait le score final, un score qui est par exemple ici donné. Donc le premier avait un score de 0,9475, le deuxième un tout petit peu moins, etc. Vous avez les noms des compétiteurs. Alors ça se passe sur une plateforme internationale. C'était Driven Data en l'occurrence, une plateforme américaine qui prend pas mal d'argent, mais ils font quand même un travail tout à fait extraordinaire. C'est hyper fiable. C'est le monde entier qui accède aux données. Et ensuite, c'est la plateforme elle-même qui distribue les récompenses aux compétiteurs. En fait, nous, organisateurs, on a assez peu de contacts en direct avec les différents compétiteurs. Alors, les voilà, les 4 premiers du Data Challenge 2020, ils sont ici. C'est une équipe française en premier, c'est la société Tribun. Et puis, des collègues, là, un collègue travailleur solitaire au Kenya, mais qui a d'ailleurs reparticipé au deuxième Data Challenge dont va vous parler Frédéric, 3 ans après. Ça, c'est un collègue alors de nationalité kazakh, mais qui était en postdoc à Québec, je crois, ou à Montréal. Travailleur solitaire lui aussi. C'est des serial data challengers, probablement, ces deux-là, mais très doués. Hein. Et puis d'autres aussi très doués. Ça, c'était une équipe à Shanghai, donc à l'université d'Irton. Voilà, alors notre Data Challenge, c'est ma dernière diapositive. Comme c'était en 2020, on a eu le temps quand même de réfléchir, de rassembler nos souvenirs et nos données. On a fait une publication, si vous êtes intéressé, en français dans les Annales de pathologie où on décrit vraiment la scène principale et puis aussi les coulisses du Data Challenge. Et puis, on a fait une deuxième publication un peu après dans un journal en anglais où là, on est allé non pas dans la description du data challenge, mais dans l'analyse des données. Pourquoi est-ce que les algorithmes ont patiné à certains moments? Pourquoi ils ont été excellents à d'autres moments? Donc là, c'est pareil, vous pouvez regarder ces informations. Et juste un dernier élément, je me rends compte qu'on aurait pu rajouter à la diapositive, c'est et les données maintenant, que sont-elles devenues? Pour répondre à une question qui a été posée sur le forum, là, comme c'était le premier data challenge, au plan juridique, on n'a pas complètement suffisamment bordé toutes nos conventions, tous nos engagements, ce qui fait que a posteriori, on s'est retrouvé un peu en difficulté pour mettre en open data. Et d'ailleurs, on n'y est toujours pas complètement et on ne pourra pas tout ouvrir au reste du monde, parce que c'est le but. Hein. Mais avec les data challenges plus récents, l'encadrement juridique maintenant, il est vraiment fait au carré et on a tous les espoirs pour que ces collections, après une phase de compétition, débouchent sur un vrai open data au service de tout le monde sur Terre. Voilà, moi j'arrête de partager, je vais passer la parole à Frédéric Staros, qui lui a été le responsable du deuxième Data Challenge de la SFP et du HDH et de la Société française de dermato et du CNPAT. C'est le Data Challenge Visiomel autour du mélanome. Alors voilà, Frédéric, si tu veux partager ton écran, j'ai départagé moi. Si tu nous parles, on t'entend pas. Faut que tu mettes. Alors oui, Frédéric, votre micro est coupé. C'est C'est bon, le bon. micro est posé. Donc, merci Philippe, merci Lauriane et merci Laurie. Donc, je vais être un peu plus rapide puisque Philippe a déjà présenté les grandes bases de ces Data Challenge et que finalement, l'organisation reste après plutôt la même. Alors, la particularité, c'est que ce Data Challenge donc, a commencé en 2021 et suite à une demande au départ du HDH, on s'est orienté vers un Data Challenge qui mélangeait plusieurs spécialités, en l'occurrence la dermatologie et la pathologie.
Ce qui fait qu'on a travaillé avec la Société française de dermatologie, en particulier le groupe de cancérologie cutanée, et avec le Conseil national professionnel des pathologistes. Ça, c'était plus pour des raisons, on va dire, pratiques et juridiques pour obtenir des financements de la BPI, liés au fait que la Société française de pathologie avait déjà participé et avait déjà eu des fonds, ce qui posait enfin, potentiellement un petit problème juridique à ce niveau-là. Donc là, le nombre de lames qui ont été numérisées est un peu inférieur à 2000, mais je reviendrai après à la raison de ce chiffre qui est un peu inférieur. Par contre, il y a beaucoup de centres qui ont participé à donner des données. Donc, d'une part, les données cliniques ont été données par 26 centres hospitaliers et une quarantaine de laboratoires d'anapath, privés comme publics, ont participé aussi pour la numérisation des lames et la sélection des données. Donc, pour ce qui est de la nature de ce Data Challenge, ce qui est quand même important, donc autant le premier Data Challenge organisé par la SFP était une recherche d'algorithmes de classification, c'est-à-dire de classer des lésions. Là, on a cherché à prédire une évolution clinique de mélanome diagnostiqué à un stade localisé, donc non métastatique. Et toute la question pour l'algorithme était d'essayer de prédire une récidive à 5 ans, que ce soit sous la forme de métastase loco-régionale ou de métastase plus à distance. Donc on s'oriente sur effectivement des types d'algorithmes qui sont un petit peu différents. En l'occurrence, on a réussi aussi à avoir pas mal de participants au niveau data scientist, puisqu'on a 541 participants qui ont concouru, avec des scores finaux qui sont prometteurs, qui sont de l'ordre de 80%. Alors c'est intéressant, mais il faut voir que c'est à peu près équivalent à ce que les facteurs pronostiques existants arrivent à obtenir. Je reviendrai rapidement sur cet élément-là. Donc la collecte des données, là pour le coup, a été un vrai challenge et je pense qu'on pourrait revenir sur les questions. C'est-à-dire que quand on a une constitution de base de données qui repose sur la fourniture de données qui viennent de multiples centres, que ce soit hospitaliers ou que ce soit privés, ça peut poser effectivement des problèmes d'organisation puisque les interlocuteurs sont multiples et il faut réussir aussi à convaincre tout ce monde-là de participer à ce travail et il faut aussi avoir une capacité à chaîner toutes les données. Donc la sélection des patients s'est fait ça relativement simplement puisqu'on a bénéficié d'une base de données nationale qui est faite par le biais de la Société française de dermatologie qui s'appelle RICMEL, qui recense tous les mélanomes depuis 2012. Et donc c'est grâce à cette base de données qu'on a pu inclure environ 5000 patients au départ qui étaient éligibles pour notre étude. 26 centres inclueurs cliniques ont été volontaires pour participer. Ils ont dû mettre quand même à jour une partie de données cliniques parce que certaines manquaient. Ensuite, il a fallu quand même retourner au dossier médical patient, puisque la particularité du mélanome, c'est que assez souvent, les patients vont être traités en secteur hospitalier, mais par contre, le diagnostic est souvent fait en secteur libéral. Donc, il a fallu identifier d'une part le laboratoire d'Anapath qui avait effectué le diagnostic initial et d'autre part le numéro d'examen concerné. Il a fallu ensuite donc désarchiver tous ces éléments, toutes ces lames, les numériser. Toutes les données ont dû être consolidées, compilées et alors en l'occurrence, on n'a pas fait d'annotation puisque là, on n'était pas tellement sur une classification, mais on était plus sur de la prédiction. Par contre, sur une dizaine de lames, on a fait des annotations très précises pour permettre aux compétiteurs de savoir ce qu'était un mélanome, comment ça se situait par rapport à un tissu sain. Les données ensuite ont été fortement anonymisées, d'autant plus que là, on avait potentiellement un sujet, puisqu'on mélange les données cliniques et histologiques, et les données cliniques peuvent être extrêmement identifiantes. Donc là, le travail d'anonymisation a été majeur à différentes étapes. Et ensuite, comme pour TissueNet, donc toutes ces données ont été déposées sur le serveur sécurisé du HDH avant d'être ensuite adressées à la même plateforme, en l'occurrence Driven Data. Donc les résultats de la compétition, on retrouve le même gagnant que lors du premier Data Challenge, donc TissueNet, donc ce qui est effectivement très bien. Donc c'est un garçon qui est manifestement très doué. Les seconds étaient, enfin second, troisième et quatrième en l'occurrence, étaient des équipes françaises et avec une matrice de confusion qui est quand même très correcte. Donc là, pour la lecture de cette matrice de confusion, le nono correspond à ceux qui ont prédit l'absence de récidive à 5 ans, donc avec un score de 73% pour le premier. Et le yes, ici, correspond à ceux qui ont prédit correctement l'existence d'une récidive. Donc on voit que les scores en fait, des trois gagnants sont relativement proches, avec des scores qui peuvent arriver à proximité de 80%.
Alors, en l'occurrence, enfin, j'ai eu la charge de ce Data Challenge, mais j'ai été évidemment extrêmement aidé par Lauriala, qui à l'époque était chef de projet, et sans elle, clairement, on n'aurait pas réussi à arriver au bout, puis également par une équipe projet et des comités scientifiques et d'organisation qui nous ont beaucoup aidés. Et on s'est rendu compte justement que la phase de collecte des données peut être un challenge à part entière. Et pour ceux qui voudraient organiser des data challenges avec justement de la donnée qui vient vraiment multicentrique, et avec les différents secteurs d'exercice, il faut vraiment tenir compte de cet aspect-là, que ce soit sur le côté logistique ou que ce soit aussi sur la capacité de recueillir l'ensemble des données qui étaient prévues, puisqu'on s'est aperçu qu'il y a une perte significative, puisqu'on est passé d'environ 5000 patients qui étaient potentiellement éligibles à finalement un tout petit peu moins de 2000 lames, compte tenu de perte de données en cours de route, de données de mauvaise qualité. Et voilà, donc ça, c'est un élément qui est très, très important quand on envisage ce type de data challenge. Il y a aussi un autre élément, c'est que la plateforme d'hébergement dont Dragon Data est effectivement extrêmement pratique, avec une équipe qui est très, très aidante, extrêmement professionnelle. Mais par contre, l'analyse très fine d'images d'Anapat à haute définition nécessite une grosse puissance de calcul, et certains compétiteurs ne sont pas allés justement étudier à fond ces images et ont dû rester sur des résolutions relativement faibles, parce qu'ils considéraient que la puissance n'était pas suffisante pour pouvoir développer dans le temps qui était imparti, qui était très très court, pour faire tourner les algorithmes. Et donc, on peut penser que quelque part, les algorithmes, enfin, les résultats sont inférieurs à ce qu'on pourrait attendre s'ils avaient eu la capacité à aller vraiment sur des puissances de calcul beaucoup plus importantes. Et il y a aussi un autre point, c'est qu'il faut absolument anticiper l'open data, c'est-à-dire qu'une fois que les données sont en open data, il est strictement impossible ensuite de revenir aux données patients, ce qui veut dire que toute donnée qui a été oubliée, tout élément qui pourrait apparaître comme étant intéressant dans le cadre de la problématique médicale ne pourra pas être mis. Donc il faut vraiment avoir une réflexion très très aboutie et très poussée pour bien définir l'ensemble des données qui sont utiles au moment où on fait son open data et qui pourraient éventuellement être utiles au fur et à mesure de l'évolution de son challenge. Donc là, pour l'instant, nous, comme Laurie l'avait dit au départ, la remise des prix a été le 25 mai. Ensuite, il y a eu non pas le confinement, mais les vacances. Donc pour l'instant, on a tous soufflé un petit peu après un travail important. Mais on ne va pas s'arrêter là. Donc il y a un certain nombre de publications qui sont en cours, une qui est quasiment achevée. On a lancé une analyse biostatistique des résultats pour essayer d'aller un peu plus loin que les matrices de confusion. La mise en open data est quasiment finalisée, et les algorithmes seront aussi en open data. Et puis donc on participe comme aujourd'hui à ce type d'initiative qui effectivement permet le partage de données extrêmement riches sur toute la communauté scientifique, et en espérant que ces données puissent ensuite être réutilisées pour le plus grand bien de nos patients. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric et Philippe pour vos interventions. Un grand merci. Alors, on a eu quelques questions tout le long du webinaire. J'ai vu que Philippe, vous aviez répondu en privé à certaines questions, mais on va les repartager. Alors, je vais juste repartager mon écran pour que vous ayez aussi toutes les informations. Hop, ou Laurie, peut-être tu peux partager ton écran pour mettre l'adresse mail pour poser des questions aussi. Alors, on avait une question qui demandait, alors, doit-on avoir des connaissances ou pas? Alors, est-ce que cette personne pourrait repréciser sa question parce que c'était au début du webinaire. Je ne sais plus exactement à quoi ça correspond. Du coup, je veux bien que vous reprécisiez. Après, on nous demande, bonjour, les bases de données fournies sont-elles représentatives? Alors, ça va dépendre des bases de données. C'est vrai que pour l'entraînement, par exemple, pour le Data Challenge sur les maladies dentaires et orales rares, donc on va avoir une partie témoin et une partie pathologique. Donc là, dans ce cas-là, c'est absolument pas représentatif dans le sens où, comme ce sont des maladies rares, on est obligé d'augmenter le nombre de cas pathologiques par rapport aux cas témoins, mais dans le set de tests à la fin, on essaye d'avoir une représentativité
proche de la réalité pour évaluer les compétences de l'algorithme dans un contexte qui serait un contexte clinique. Mais voilà, les différents sets de données sont construits pour pouvoir apprendre à l'algorithme dans un premier temps et ensuite tester l'algorithme. Mais voilà, on essaye dans tous les cas d'être représentatif dans nos projets. Hop, alors ça c'est bon. Alors, parmi les questions résolues, le Data Challenge est-il ouvert à des compétiteurs d'autres États membres que la France? Alors oui, pour la majorité de nos challenges, ça a été ouvert à l'international. Donc là, pour ces 2 challenges, ça a été le cas. On a simplement un challenge, donc celui des hôpitaux universitaires de Strasbourg, toujours le même sur les photographies de la cavité buccale et dentaire. Comme ce sont des données qui, par nature, sont identifiantes, on a dû faire accepter aux compétiteurs des conditions RGPD compliant en fait, et du coup il fallait que les compétiteurs soient basés dans des régions dans lesquelles le RGPD s'applique. Donc voilà, mais sinon pour les autres data challenge, quand on est dans des conditions parfaitement anonymes, on peut, on peut partager à l'international. Voilà, donc est-ce que cela veut dire que le challenge n'est plus accessible? Donc oui, pour les challenges dont on a parlé qui sont achevés, pour l'instant, donc les données ne sont plus accessibles et les challenges ne sont plus accessibles, mais on a voilà, pour objectif de partager en open data les bases de données qui ont été le support de l'analyse des participants au cours de la Data Challenge. Donc ça, voilà, Frédéric et Philippe en ont parlé. Alors, pour les sélections, je ne vois aucun concernant la santé mentale, maladie du cerveau. Y a-t-il des raisons? Alors, tout simplement parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu de projet portant sur ces thématiques médicales-là. Mais nous, côté HDH, enfin voilà, organisation de l'appel à projet, on a justement cette volonté d'adresser un maximum de spécialités médicales. Donc, on est tout à fait ouvert à avoir des data challenges sur ces thématiques. Donc, c'est avec plaisir, si vous voulez nous proposer un challenge sur cette thématique-là, qu'on étudiera votre candidature. Alors, quel est le budget de la constitution de la base de données initiale? Alors ça va dépendre. Il faut savoir que déjà, si on doit allouer une rétribution pour l'inclusion de données, on peut travailler que sur du rétrospectif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas financer en fait, d'examens médicaux pour faire du prospectif. Donc, il faut bien être sur du rétrospectif. Et ça va dépendre de la nature des données, de la difficulté à désarchiver, à transférer les données. Là, en l'occurrence, pour le challenge Visiomel, par exemple, il y avait un gros travail de désarchivage, de numérisation. Donc, il y avait une rétribution. Après, il y a d'autres challenges où il n'y a pas eu de budget pour la constitution de la base parce que c'était des données qui étaient déjà soit anonymes, soit déjà centralisées, plus ou moins. Voilà, donc ça dépend vraiment de la provenance des données et de leur nature. Mais pour Laurie ou Frédéric, je sais plus, je sais pas. Ah bah, je vois que Frédéric vous levez la main. Euh, si vous voulez Oui, alors, compléter. en l'occurrence, pour le budget de la base de données pour Visiomel, on est arrivé à un tout petit peu moins de 60 000 euros, qui correspondait effectivement au défraiement des centres cliniques et des laboratoires d'Anapat. Sachant que ça a été quand même un sujet, puisque certains centres, que ce soit des centres hospitaliers ou des structures privées, ont refusé de participer, considérant que les sommes qu'on leur proposait étaient effectivement insuffisantes par rapport aux normes que peuvent proposer les industriels. Donc ça, c'est aussi un point à anticiper. Et si effectivement il y a des gens qui veulent se lancer dans cette aventure, je pense qu'ils ont quand même intérêt à contacter auparavant les potentiels centres inclueurs pour voir si ils seront a priori d'accord pour le type de défraiement qui pourrait être proposé. Sachant que ça peut aller très très vite, hein, parce que si on inclut 3000 patients avec 10 à 15 euros globalement de rétribution, on arrive tout de suite à des sommes de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc il faut vraiment en tenir compte. Merci beaucoup. Alors, est-il possible de rejoindre des propositions de projets?
Alors, oui, vous pouvez monter des consortiums. Nous, on reçoit les propositions sur la plateforme de candidature de BPI France. Donc, c'est-à-dire que c'est des projets qui sont déjà montés. Nous, on ne participe pas au montage initial des projets. Après, voilà, n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez à l'adresse mail affichée, si vous voulez nous expliquer un petit peu plus quel type de projet vous voudriez rejoindre et pour quelles raisons. Mais voilà, on peut vous mettre en contact aussi avec d'autres acteurs qui seraient susceptibles de vouloir monter un projet Data Challenge. Voilà, il faut juste nous en dire un petit peu plus si vous voulez. Alors, bonjour. Comment gérer la propriété intellectuelle générée par le Data Challenge, notamment avec la démarche Open Science? Alors, pour la propriété intellectuelle concernant les données, donc comme on est sur des données anonymes, donc au moment de la collecte des données, on contractualise avec la structure qui fournit les données et on explique que ces données vont être rendues anonymes. Et dans nos nouvelles conventions, on précise bien que ces données sont vouées à être mises en open data. Du coup, il y a pas de... d'un point de vue juridique, je suis pas juriste, donc je ne saurais pas dire exactement pour les données comment ça se passe, mais là, pour Visiomel, par exemple, si je dis pas de bêtises, c'est le consortium qui est propriétaire des données et qui publie en son nom les données en open data, voilà, sous une licence open data qui sera précisée. Voilà, avec une obligation en fait de republication des données avec le nom du propriétaire. Voilà, mais pour la démarche open source des algorithmes, donc la règle qui est mentionnée dans le règlement intérieur de la compétition jusqu'à présent, c'est que si les compétiteurs acceptent la récompense, donc le prix de récompense, l'argent, ils s'engagent à partager en open source sous une licence spécifiée, donc là c'était la licence MIT, leur algorithme. Donc voilà, c'est cette licence-là qui gère le partage en open source. Donc les data scientists à l'origine de l'algorithme sont toujours propriétaires de leur algorithme, mais le partage en open source. Alors, quel organisme a financé votre Data Challenge? Donc, pour tous les Data Challenge qui ont été présentés ici, c'est BPI France qui a financé la majeure partie des challenges. Après, je sais qu'il y a eu pour Visiomel notamment d'autres sponsors privés. Voilà, mais c'était une partie un peu plus minoritaire du financement. Il me semble que c'est Roche, c'est ça? Alors, je me permets d'intervenir. Donc, on a un financement de 250 000 euros de la BPI et on a eu en tout 35 000 euros d'industriels, en l'occurrence pas Roche. Euh, mais Roche a prêté un scanner, mais par contre, on a eu une aide assez importante de MSD, autrement de Fabre et de BMS. Ce qui a effectivement aidé, d'autant plus que pour l'instant, a priori, la BPI ne souhaite pas financer la partie prix aux compétiteurs. Donc, ça nécessite de pouvoir effectivement disposer de ces sommes-là en dehors de la BPI. Et je me permets pour faire une toute petite remarque, c'est que les dossiers BPI sont des dossiers très classiques qui vont utiliser pour des subventions à des entreprises commerciales classiques, ce qui fait que pour une association, ça peut être assez lourd au départ. Je ne sais pas ce qu'en avait pensé Philippe Berthaud à l'époque, mais c'est pas très rigolo. Voilà. Mais après, bon, c'est pas très rigolo, mais ça nous permet d'avoir des financements importants. Merci beaucoup. Alors, on a quelqu'un donc, qui nous dit merci pour toutes les informations. Déprimant de voir les problèmes juridiques. Oui, tout à fait. Alors, avez-vous le texte juridique actuel que vous avez établi? Alors, on a dans le MOOC Data Challenge, on partage pas mal de templates voilà, de documents de convention qu'on a pu établir. Après, si vous voulez qu'on vous partage des documents plus spécifiques, voilà, vous pouvez nous formuler
une demande, voilà, on essaiera de vous partager un maximum de choses et de bonnes pratiques. On commence à avoir une petite dizaine de data challenge dans les tuyaux, donc c'est vrai qu'on a pas mal on a été confronté à pas mal de sujets juridiques plus ou moins complexes en fonction des projets, donc voilà, on peut vous partager plusieurs choses. Alors, je ne suis pas dans la médecine. Alors, je pense que c'est pour compléter le doit-on avoir des connaissances ou pas. Alors, pour organiser un data challenge en santé, oui, il faut effectivement qu'il y ait une compétence médicale parce qu'on part d'une problématique et de données médicales. Après, si la question c'est pour participer à un data challenge en tant que compétiteur, là effectivement non, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances, enfin, d'avoir fait médecine ou d'avoir des compétences en santé. C'est essentiellement des compétences en data science. Après, c'est toujours un plus de maîtriser les données qu'on a à analyser, mais c'est pour ça qu'il y a aussi des équipes qui se forment avec des médecins, des data scientists pour répondre à ce data challenge, pour avoir cette double compétence et faciliter l'acculturation à la problématique. Alors, est-ce qu'on peut avoir la présentation? Oui, il y aura un replay de la session et il y aura aussi le PowerPoint qui sera partagé très prochainement. Alors, pouvez-vous préciser dans quel catalogue, sur quel portail les données seront publiées en open data? Alors, on fera de la communication là-dessus aussi, mais on étudie surtout la possibilité de publier sur data.gouv.fr. Donc, voilà, on communiquera là-dessus, mais a priori, ce sera cette plateforme-là. Après, les porteurs de projets sont libres de publier en open data où ils veulent, mais si on sollicite l'accompagnement du HDH, nous, a priori, on devrait publier sur cette plateforme-là. Alors, dernière question, hors scope. Avez-vous des contacts avec des initiatives équivalentes dans le cadre européen Health Data Space? Puis-je savoir qui suit spécifiquement cela au HDH? Alors ça, je pourrais vous répondre, je pourrais vous donner un contact au HDH. Si vous voulez me renvoyer votre question par mail, au mail qui s'affiche, comme ça, je pourrais vous transférer vers la personne en charge. On n'a pas à ce jour d'initiative, enfin de contact avec des initiatives équivalentes à l'échelle européenne, ni du programme HDS, mais c'est dans notre projet aussi d'essayer d'étendre l'initiative à des projets européens. Donc, ce qui est difficile, c'est que comme il n'y a pas de réglementation européenne de RGPD ni de CNIL pour l'instant à l'échelle européenne, c'est compliqué de créer des bases de données. Enfin, voilà, tout le sujet relatif à l'EHDS s'applique du coup à la problématique des data challenge au niveau européen. Mais voilà, on tend vers des projets de plus grande envergure, effectivement, à l'avenir. Alors, le MOOC Data Challenge, je trouve ceci en googlant, mais est-ce que c'est ceci? Oui, donc on vient de vérifier à côté de moi ce lien, et c'est bien ça, vous pouvez accéder au module et commencer la formation. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour des questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup pour votre intérêt. On est ravis de voir qu'il y avait du monde. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci à tous. N'hésitez pas à nous écrire. On peut prévoir aussi des échanges spécifiques autour de vos projets. Si vous souhaitez candidater ou voir avec nous avant de construire un dossier de candidature, nous exposer vos idées. On pourra vous guider pour construire un data challenge et déposer un dossier. Merci à tous. Et s'il n'y a pas plus de questions, on va pouvoir couper le webinaire. Un grand merci en tout cas à Frédéric et Philippe de nous avoir rejoints et d'avoir présenté. Et merci au SDH de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup, bonne journée. Et alors, au revoir, à bientôt. Au revoir.